Pendant 3 années consécutives, des adolescents disparaissaient du même cours à Novokuznetsk. Et pendant tout ce temps, personne ne se doutait que la réponse se trouvait là, dans un appartement ordinaire au 9e étage. La personne ensuite désignée comme responsable n'était qu'une partie du dispositif. Mais le principal acteur de cette histoire ne serait connu que plus tard. Le 24 octobre 1996, une équipe de techniciens effectuait des visites de routine avant la saison de chauffage. Immeuble 53 de l'avenue des Pionniers, un bloc standard de 9 étages. Au 9e, ils frappèrent à la porte du 357. Une voix masculine répondit de l'intérieur. Il dit qu'il était malade, qu'on le gardait enfermé, qu'il souffrait d'un trouble mental. Les techniciens se regardèrent et appelèrent l'agent de secteur. Quand la porte fut forcée, la première chose qui les frappa fut l'odeur, lourde, épaisse, reconnaissable entre toutes. Dans une des pièces, une écolière de 15 ans gisait au sol, vivante mais grièvement blessée au ventre et avec un bras cassé. Comme il fut établi plus tard, elle avait disparu 1 mois plus tôt avec 2 amis et était restée là tout ce temps. Dans la salle de bain et dans un récipient, des restes appartenant à certaines des personnes disparues furent découverts. À ce moment-là, l'occupant de l'appartement s'était déjà enfui par le toit. Pendant qu'on enfonçait la porte, il était monté au grenier et avait disparu. Il ne fut retrouvé que 2 jours plus tard. Il revint de lui-même près de l'immeuble, 5 ans avant que les techniciens ne frappent à cette porte. Alexandre Spessivtsev avait 21 ans, maigre, voûté, solitaire. Il n'alla pas à l'armée. Une commission médicale détecta des problèmes psychiques et l'envoya en traitement dans un hôpital psychiatrique local. Il fut ensuite libéré et regagna l'appartement de l'avenue des Pionniers où il vivait avec sa mère et sa sœur. Cette même année, il rencontra Evguenia Gousselnikova, 17 ans. Ils se voyaient, il lui lisait des poèmes, la présenta à sa famille comme future épouse. Sa mère et sa sœur déménagèrent pour laisser les jeunes tranquilles. Puis, un jour, une dispute pour une broutille tourna à la violence. Il la blessa si gravement qu'elle fut hospitalisée pour un traumatisme crânien. Evguenia décida de rompre, mais il la fit revenir dans cet appartement du 9e étage. Il la retint enfermée 1 mois. Il couvrait les bruits avec de la musique forte. Les voisins s'y étaient habitués. Ses parents ne s'inquiétèrent qu'au bout d'1 mois et allèrent à la police. Quand les agents forcèrent la porte, Evguenia était encore en vie, mais les médecins ne purent la sauver. Une infection généralisée due à de nombreuses plaies non soignées. Spessivtsev fut arrêté et expertisé. Diagnostic : schizophrénie. En 1992, le tribunal ordonna un traitement obligatoire. On crut que le système avait fonctionné. 3 ans plus tard, il serait libéré en rémission et reviendrait dans le même appartement. Spessivtsev passa 3 ans dans l'établissement psychiatrique spécialisé d'Orel, une structure sécurisée pour traitement obligatoire. En 1995, les médecins constatèrent une rémission et la commission décida de le libérer. Il rentra à Novokuznetsk dans cet appartement du 9e étage. Mais une erreur fut commise. L'hôpital d'Orel n'avait pas transmis les documents de sortie à Novokuznetsk. Les papiers étaient en retard et, officiellement, Spessivtsev était toujours en traitement. Pour le système, il n'existait pas. Il revint en ville, mais n'apparut jamais officiellement.
Il s'installa dans l'appartement 357, mais les registres indiquaient que personne n'y vivait. Ainsi, quand des disparitions commencèrent quelques mois plus tard à Novokuznetsk, la police vérifia tous ceux qui correspondaient au profil: anciens détenus, patients psychiatriques, personnes avec casier. Spessivtsev n'était sur aucune liste. Officiellement, il était encore à Orel, en traitement, isolé de la société. En réalité, il vivait déjà derrière la porte blindée de son appartement. Février 1996. Spessivtsev vivait seul. Sa mère et sa sœur passaient parfois, apportant nourriture et argent. Il n'avait pas d'emploi, aucune activité. Il existait simplement derrière une porte close. Un soir, il se retrouva à une soirée chez un voisin. Elena Trounova, 20 ans, aide maternelle dans une crèche, était présente. Le lendemain matin, après le départ du voisin au travail, Alexandre l'invita chez lui pour discuter et attendre. Elle accepta. Ce qui suivit est connu par ses propres déclarations. Une dispute éclata. Il utilisa un objet tranchant. Le soir, sa mère vint. Elle vit ce qui s'était passé et, pendant qu'il dormait, effaça tout elle-même. Le schéma était en place dès la première fois. On rechercha Elena, sans résultat. Elle avait simplement disparu. Un mois plus tard, une autre jeune personne disparut sans trace. Puis une autre. Et encore une. De mars à août 1996, 15 personnes disparurent à Novokuznetsk, 11 d'entre elles âgées de 9 à 14 ans. La plupart venaient de familles difficiles, étaient fugueurs ou sans surveillance constante. La police enregistra les signalements, mais aucun schéma clair n'émergea. Puis, la rivière commença à restituer des restes. Juin 1996. La rivière Aba serpente à travers Novokuznetsk, passant devant des quartiers résidentiels, l'institut pédagogique, une piste de danse, peu profonde, étroite, avec des buissons denses sur les berges. C'est là que les découvertes commencèrent. D'abord des restes, puis d'autres. Le courant les portait jusqu'à la rive où ils s'accrochaient, dans la végétation. Au total, environ 70 restes furent retrouvés le long de l'Aba, identifiés plus tard comme appartenant à 15 personnes différentes, la plupart âgées de 3 à 14 ans. La ville se figea. Les parents cessèrent de laisser les enfants sortir seuls. Les rumeurs se multiplièrent et les médias donnèrent un nom à l'inconnu: l'éventreur sibérien. Une cellule d'enquête fut créée. Des centaines de personnes ratissèrent la ville, fouillant zones boisées, berges, caves et greniers. Parallèlement, on consulta les fichiers, tous les suivis psychiatriques, tous les casiers judiciaires, tous ceux correspondant au profil. Pourtant, les disparitions continuaient. Pendant que les enquêteurs travaillaient leurs pistes, les habitants de l'immeuble 53 de l'avenue des Pionniers remarquaient quelque chose d'étrange. L'été, une odeur lourde et douce apparut, reconnaissable entre toutes. Elle se répandait dans la cage d'escalier et filtrait sous les portes. Une retraitée, Lydia Vedenina, appela la police, signala l'odeur et la musique forte, demanda qu'on vérifie l'appartement. Personne ne vint. Elle appela encore et encore, mais on estima que c'étaient les plaintes d'une vieille femme querelleuse. Pendant ce temps, un liquide nauséabond commençait à goûter du lustre de la voisine du dessous, coulant le long de la colonne. Et tout ce temps, dans l'appartement 357, les événements se poursuivaient. Les enquêteurs travaillaient jour et nuit,
des centaines d'agents, des dizaines de hypothèses. Mais une question tourmentait tout le monde. Comment les victimes arrivaient-elles dans un appartement au 9e étage? Le profil ne correspondait pas. Un reclus, maladif, physiquement faible, sortant rarement, sans emploi, sans amis, sans contact. Pourtant, les victimes avaient surtout entre 9 et 12 ans. Oui, beaucoup venaient de milieux difficiles ou vivaient dans la rue. Mais même un enfant des rues n'irait pas simplement chez un adulte inconnu, surtout un homme, surtout au 9e étage, surtout quand toute la ville parlait d'un prédateur. Un auteur classique chasse, il traque, poursuit, attaque. Celui-ci restait chez lui. Pourtant, les victimes finissaient chez lui. Les enquêteurs passèrent en revue les témoignages. Dans l'un d'eux, un détail ressortit. Les dernières personnes disparues avaient été vues partant avec une femme, âgée, portant des sacs, paraissant respectable. Les enquêteurs n'y attachèrent pas d'importance. Ils cherchaient un homme seul, malade mental. Ils auraient dû chercher quelque chose de totalement différent. Cet été-là, pendant que la ville traquait le coupable, un autre enfant entra dans l'appartement 357. Il avait environ 12 ans. Comment cela s'est produit n'est connu que par ses déclarations données près de 30 ans plus tard. Il s'était disputé avec ses parents, avait quitté la maison, comptait dormir dans un hall connu. Spessivtsev le repéra sur le palier, l'aborda, l'invita chez lui. Des traces des épisodes précédents étaient encore présentes. Il le retint, lui infligea des sévices, le priva de nourriture, le força à assister à ce qui était fait aux autres. Puis, quelque chose d'inédit se produisit. La porte d'entrée resta déverrouillée et l'enfant s'enfuit. Le seul à quitter l'appartement 357 vivant. Il n'en parla à personne, ni à ses parents, ni à la police. Il garda le silence 28 ans. Les enquêteurs ne le retrouvèrent qu'en 2022 via les bases pénitentiaires. Et son témoignage servit de base à une nouvelle affaire, permettant d'établir 15 épisodes supplémentaires. Mais cela vint plus tard. À l'été 1996, il se tut simplement. En septembre, 3 autres entrèrent dans l'appartement. 13, 13 et 15 ans. 24 septembre 1996. Journée ordinaire, beau temps. 3 adolescentes sortirent se promener de l'hôpital. Elles y étaient pour des examens de routine, rien de grave. S'étaient rencontrées dans la chambre et étaient devenues amies. Nastia Bournaïeva, 13 ans. Genia Barachkina, 13 ans. Olia Galtseva, 15 ans, la plus âgée. Ce jour-là, elles se promenèrent en ville, passèrent devant les kiosques, près du magasin Marc, sur l'avenue des Pionniers. Itinéraire habituel, écolières ordinaires, septembre ordinaire. Puis, quelque chose se produisit. Les détails de la façon dont elles se retrouvèrent dans l'appartement 357 ne furent connus que beaucoup plus tard, par les déclarations de celle qui survécut assez longtemps pour parler. Mais à ce moment, les 3 amies disparurent simplement. Les parents donnèrent l'alerte. L'hôpital signala qu'elles n'étaient pas revenues pour le déjeuner. La police prit les déclarations. 3 noms de plus sur la liste des disparus. À ce stade, plus d'une centaine de personnes étaient déjà portées disparues dans la ville. Personne ne savait que Nastia, Genia et Olia étaient tout près, dans un immeuble ordinaire, derrière une porte ordinaire. À partir de cet instant,
commença un cauchemar qui dura près d'un mois. Dès les premières minutes, Nastia tenta de résister. Spessivtsev sortit de la pièce. Elle saisit une bouteille et le frappa par derrière, mais atteignit l'épaule au lieu de la tête. Il utilisa un objet tranchant. Quelques minutes plus tard, l'adolescente de 13 ans ne survécut pas. Il attacha Genia et Olia au radiateur avec des menottes artisanales. À partir de là, commença ce qui dura presque un mois. Il leur infligea des sévices quotidiens, les priva de nourriture et d'eau, les menaça avec une hache, posa une lame sur leur gorge. Dès la première nuit, il les força à manipuler ce qui restait de leur ami, leur tendant des outils et donnant des ordres. Puis, il les obligea à consommer ce qu'il avait préparé. D'après les déclarations d'Olia, il préparait de la soupe avec des restes et nous nourrissait. Le 18 octobre, il blessa Genia si gravement qu'elle cessa de respirer. Olia tenta de la ranimer pendant environ 1 heure, mais en vain. Genia avait 13 ans. Olia resta seule. Pendant tout ce temps, 2 personnes rendaient régulièrement visite à l'appartement. Elles virent les captives, virent ce qui se passait, virent les traces, et repartirent sans rien dire. Elles venaient presque tous les jours. La mère, Lyudmila Yakovlevna Spessivtseva, 60 ans, ancienne assistante juridique au tribunal. La sœur, Nadejda, secrétaire au même tribunal, connaissant le droit, consciente de ce que signifie complicité et recel. D'après les déclarations d'Olia Galtseva, la vieille et l'autre femme ont tout vu, étaient présentes dans l'appartement, c'est certain. Nadejda déclara ensuite aux enquêteurs qu'elle n'y était venue qu'une fois et était partie aussitôt. La mère nia aussi connaître l'ampleur, disant craindre son fils. Pourtant, elle revenait sans cesse, jour après jour, semaine après semaine. Les voisins se rappelèrent ensuite que la mère et la sœur marchaient toujours ensemble, toujours avec des sacs. Mais la mère faisait autre chose. Chaque nuit, elle sortait de l'appartement des seaux lourds, couverts. Les voisins préféraient ne pas penser à ce qu'il y avait dedans. Une partie du contenu, elle l'enterrait sur un terrain vague, près de l'immeuble. Le reste, elle le jetait dans la rivière à bas. C'était elle la source des découvertes effrayantes qui avaient secoué la ville cet été-là. Lors de l'interrogatoire, elle tenta de nier. « Je ne sais rien. J'ai vu 4 seaux dans la salle de bain, mais je n'ai rien caché. » Il rétorqua. « Comment pourrais-je montrer quoi que ce soit si tu les as sortis ?» Elle répondit. « Ne crie pas sur ta mère, Sacha. Il y avait des seaux, je les ai vus. Je ne sais rien de plus. » 4 seaux. Elle n'en reconnut que 4. Mais c'était faux. Elle était responsable de bien plus. Il ne resta plus que 2 personnes dans l'appartement, lui et Olia. Spessivtsev continua les mauvais traitements jour après jour, la blessant, la privant de nourriture, la maintenant attachée, lui disant qu'il finirait par en finir, mais pas tout de suite. Il savait qu'il viendrait bientôt. Octobre, début de la saison de chauffage. Les techniciens passaient dans tous les immeubles pour vérifier les radiateurs. Tôt ou tard, il frapperait chez lui aussi. Pourtant, il ne s'arrêta pas. Il croyait probablement à sa propre invisibilité. Personne ne le recherchait. Personne ne le soupçonnait. Le système avait dysfonctionné et il s'y était habitué. Le 23 octobre, il infligea à Olia une blessure profonde au ventre. Elle s'affaiblissait rapidement, trop faible pour crier. Le 24 octobre, on frappa à la porte de l'appartement
357. L'agent de secteur vérifia la base. Spessivtsev était censé être en traitement à Orel. Les documents de sortie n'étaient jamais arrivés. Pendant 2 ans, l'homme n'avait pas existé pour le système. L'agent décida de forcer l'entrée. Dans la salle de bain, ce qu'on cherchait fut trouvé. Dans une cuve et des casseroles, des restes. Et à l'hôpital, Olia commença à parler. Olia fut transportée en réanimation à l'hôpital de district. Les médecins savaient que les chances étaient minces. Les enquêteurs le savaient aussi, donc ils commencèrent à enregistrer sa déposition immédiatement. À la caméra, dans la chambre. Olia parla. Elle ne put signer le procès-verbal. Ses mains ne tenaient plus le stylo. Mais elle parla 3 jours, tant qu'elle le put. Elle raconta sa rencontre avec Nastia et Genia à l'hôpital, leur promenade du 24 septembre. Elle décrivit l'appartement, l'homme qui se faisait appeler André. Comment Nastia avait tenté de résister et ce qui lui était arrivé. Comment, le 18 octobre, Genia avait cessé de respirer et Olia avait essayé de la ranimer 1 heure. Le 27 octobre, Olia n'était plus. Elle avait 15 ans. Elle passa ses 3 derniers jours à témoigner contre ceux qui l'avaient tourmentée. Et elle révéla non seulement ce qui s'était passé dans l'appartement, mais comment elles y étaient arrivées. Lors de l'interrogatoire, Lyudmila Spessivtseva parla calmement, comme si elle évoquait une chose banale. Oui, elle savait, mais elle ne se considérait pas coupable. L'enquêteur posa la question qui changea toute la compréhension de l'affaire. Comment entrait-elle dans l'appartement? Lyudmila répondit. C'était elle qui les amenait. Sous divers prétextes, demander de l'aide pour porter les courses ou ouvrir la porte, disant que la serrure coinçait et que ses mains étaient faibles. Elles acceptaient, aider une personne âgée semblait anodin. Sur le seuil les attendaient lui et un grand chien. La porte se refermait. C'est alors que les enquêteurs comprirent. Ce n'était pas une simple complicité, c'était un système. Il ne sortait jamais de l'appartement. Il était trop repérable, trop étrange. Mais elle était l'appât idéal. 60 ans, cheveux gris, voûtés, avec des sacs. L'été 1996. Il avait demandé à sa mère de trouver et d'amener quelqu'un. C'est ainsi que c'est consigné dans le dossier. Il demanda et elle exécuta. Le 24 septembre, Lyudmila repéra les 3 amis près du magasin, s'approcha, demanda de l'aide pour la porte, 300 mètres jusqu'à l'appartement. Pendant 3 ans, on avait cherché un homme. L'appât était une grand-mère avec des sacs. Aujourd'hui, l'image complète est visible. Lyudmila Yakovlevna Spessivtseva avait travaillé comme assistante juridique au tribunal, lu des dossiers criminels, connaissait le fonctionnement des enquêtes. Et elle savait l'essentiel. On cherche toujours un homme seul, bizarre, visible. Elle sortait dans la cour, voyait des adolescents, s'approchait. Aide grand-mère à porter les sacs, ce n'est pas loin. La porte coince, la clé ne tourne pas. Tu peux m'aider? Ils suivaient, car on leur avait appris à aider les aînés, à respecter les adultes, la mère comme appât, le fils comme exécutant, la confiance envers un adulte sûr, l'arme. Lyudmila fut condamnée à 13 ans. Elle sortit en 2008. Son fils est toujours dans un établissement psychiatrique. 28 ans. Pas un seul jour en prison. Destin. Alexandre Spessivtsev, 54 ans. Depuis 1999, il est dans un hôpital psychiatrique de la région de Volgograd.
déclaré irresponsable pour cause de maladie mentale. Il touche une pension et en envoie une partie à sa mère. Sur sa main, un tatouage avec la lettre E en mémoire d'Evgonia Gousselnikova, la première. Nadejda, la sœur, n'eut aucune sanction. Elle fut témoin. En mai 2024, les enquêteurs réalisèrent des analyses génétiques sur les preuves conservées 28 ans. 15 personnes supplémentaires furent identifiées. En janvier 2025, la fille d'une victime porta plainte. Le tribunal accorda 1 million de roubles prélevés sur Spessivtsev. C'est tout ce qu'elle obtint pour une enfance perdue. Nous apprenons aux enfants à ne pas parler aux inconnus, à ne pas monter en voiture avec des étrangers. Mais nous ne leur apprenons pas à craindre les grands-mères avec des sacs. Parce que comment expliquer que parfois le monstre ressemble à la mère de quelqu'un